Je suis ta fille perdue, dit la femme de ménage au PDG millionnaire pendant une réunion importante devant tout le monde. Le PDG millionnaire a ri, mais le pendentif qu'elle montra le laissa sans voix. Le vent glacial de février balayait les landes bretonnes, sifflant entre les pierres grises de la petite ferme où Élodie Caron avait grandi. À 18 ans, elle possédait déjà ce regard déterminé qui caractérisait les femmes de sa région. Ces femmes qui savaient affronter les tempêtes, qu'elles viennent de l'océan ou de la vie. « Élodie, viens m'aider à monter ces cartons au grenier !» criait maman Jeanne depuis le rez-de-chaussée. Jeanne Kergoat n'était pas sa vraie mère, mais elle l'avait élevée comme sa propre fille depuis qu'elle était bébé. Élodie le savait depuis toujours, sans que cela n'ait jamais pesé entre elles. Jeanne était une femme simple, aux mains rugueuses marquées par des années de dur labeur, mais son cœur était plus grand que la Bretagne tout entière. « J'arrive, maman », répondit Élodie en dévalant l'escalier de bois qui craquait sous ses pas. Elles passèrent l'après-midi à trier les affaires du grand-père Yann, décédé le mois précédent. Chaque objet racontait une histoire. Sa pipe en bruyère, ses filets de pêche rapiécés, ses photos jaunies de marins disparus. Élodie manipulait ses souvenirs avec respect, sachant qu'elle touchait là l'âme même de sa famille adoptive. « Tiens, prends cette vieille malle », dit Jeanne en désignant un coffre de bois sombre dans un coin. « Il y a sûrement des trucs qui peuvent encore servir dedans. » Élodie souleva le couvercle grinçant. Une odeur de lavande et de temps passé s'échappa aussitôt. Au fond, sous de vieux draps brodés et des lettres attachées par un ruban délavé, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inattendu. Une enveloppe Kraft portant son nom d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Son cœur fit un bond. L'enveloppe était épaisse, lourde de secrets. Élodie jeta un coup d'œil vers Jeanne, occupée à plier des couvertures, puis glissa discrètement l'enveloppe sous son pull. Ce soir-là, dans sa petite chambre sous les combles, Élodie examina le mystérieux courrier à la lueur de sa lampe de chevet. Ses mains tremblaient légèrement quand elle décacheta l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs documents officiels, un acte de naissance, des papiers d'adoption et une lettre manuscrite. Elle déplia d'abord l'acte de naissance. Le choc la frappa comme une gifle. Élodie Marie Beaulieu, née le 15 mars 2004 à Lyon, Rhône, père, Armand Beaulieu, mère, Hélène Dubois-Beaulieu. Beaulieu, ce nom ne lui disait rien, et pourtant il résonnait en elle comme un écho lointain. Ses véritables parents s'appelaient Armand et Hélène Beaulieu, et ils vivaient, ou avaient vécu, à Lyon. La lettre, écrite de la main de Jeanne, révéla le reste de l'histoire. « Ma petite Élodie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te raconter moi-même comment tu es arrivée dans notre vie. Tu avais à peine 6 mois quand Pierre t'a trouvée, abandonnée près de la route départementale, par une nuit d'orage terrible. Tu étais dans un couffin avec juste ce petit pendentif autour du cou et un bout de papier avec ton prénom. Nous avons cherché tes parents. Bien sûr, mais les gendarmes n'ont rien trouvé. Alors nous t'avons gardée, parce que tu étais déjà notre petite fille. Plus tard, nous avons fait les papiers pour que tout soit en règle. Je ne sais pas pourquoi tes vrais parents t'ont abandonnée, ma chérie. Mais sache que tu as été aimée chaque jour de ta vie ici, ton papa Pierre et moi. On voulait te dire la vérité à tes 18 ans. C'est fait maintenant, avec tout notre amour. Maman Jeanne. Élodie porta instinctivement la main à son cou, où pendait depuis toujours une chaîne en or fin avec un pendentif en forme de demi-cœur. Elle l'avait toujours porté sans jamais vraiment y réfléchir. C'était juste là, comme une partie d'elle-même. Elle examina le bijou sous la lumière. Le demi-cœur était finement ciselé, avec des gravures délicates sur les bords brisés, comme s'il avait été séparé de son autre moitié. Une inscription minuscule était gravée à l'intérieur. Pour toujours. H. H comme Hélène, sa mère biologique. Les questions se bousculèrent dans sa tête. Pourquoi l'avait-on abandonnée? Que s'était-il passé cette nuit d'orage? Ses parents étaient-ils toujours vivants? Et ce pendentif brisé, où était l'autre moitié? Élodie passa la nuit blanche, tournant et retournant ses révélations dans son esprit. À l'aube, sa décision était prise. Elle descendit à la cuisine, où Jeanne préparait déjà le café, comme chaque matin depuis 20 ans. « Maman », dit-elle doucement. Jeanne leva les yeux de ses tartines. Elle lut immédiatement dans le regard d'Élodie qu'elle avait trouvé l'enveloppe. « Tu l'as lu », murmura la vieille femme. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Jeanne soupira, posant sa tasse avec des gestes lents. « Parce que j'avais peur que tu partes, peur que tu nous quittes pour retrouver cette autre vie.
Jamais je ne vous abandonnerai, assura Élodie en prenant les mains rugueuses de sa mère adoptive dans les siennes. Vous êtes ma vraie famille, mais j'ai besoin de savoir d'où je viens. Tu peux comprendre ça. Jeanne hocha la tête, les larmes aux yeux. Je m'y attendais depuis longtemps. Tu as toujours eu quelque chose de différent, ma petite. Quelque chose qui ne venait pas de nous. Raconte-moi cette nuit, tout ce dont tu te souviens. C'était le 15 septembre 2004. Un orage épouvantable. Pierre revenait du bourg quand il t'a vu sur le bas-côté. Dans ton petit couffin, tu pleurais à fendre l'âme, trempé jusqu'aux os. Il t'a ramené ici et on t'a réchauffé près du poêle. Tu étais si petite, si fragile. Il n'y avait vraiment que le bout de papier avec mon prénom. Si. Et ce pendentif que tu portes toujours. Rien d'autre. Comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de ton passé. Cette phrase résonna étrangement dans l'esprit d'Élodie. Effacer toute trace. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu faire disparaître un bébé ? Dans les semaines qui suivirent, Élodie commença ses recherches. Elle écrivit aux mairies, consulta les archives en ligne, chercha des traces des Beaulieu de Lyon. Petit à petit, elle découvrit l'existence de la famille Beaulieu, une riche dynastie industrielle. Propriétaire du Beaulieu Group, une entreprise centenaire spécialisée dans le textile de luxe, les articles de presse mentionnaient Armand Beaulieu, PDG respecté, et parlaient d'une tragédie survenue en 2004. Sa première épouse Hélène et leur fille nouveau-née avaient péri dans un accident de voiture. L'article précisait que les corps n'avaient jamais été retrouvés à cause d'un incendie qui avait suivi la collision. Élodie sentit son sang se glacer. 2004, l'année où elle avait été trouvée, septembre 2004. Quelques mois après sa naissance officielle en mars, et si elle n'était pas morte dans cet accident, et si quelqu'un l'avait sauvée ou enlevée, son reflet dans le miroir de sa petite chambre lui renvoya soudain une évidence qu'elle n'avait jamais vue. Ses yeux verts, si différents de ceux, bruns, de Jeanne et Pierre, sa silhouette élancée, ses traits fins, elle ne ressemblait à personne dans cette famille bretonne au visage rond et aux cheveux châtains. Élodie serra le demi-cœur entre ses doigts. Quelque part, il y avait l'autre moitié, quelque part, il y avait la vérité, et elle était bien décidée à la trouver. 12 années s'écoulèrent comme un fleuve tumultueux. 12 années pendant lesquelles Élodie Caron mena une double vie, ouvrière le jour, détective privée le soir. À 30 ans, elle était devenue une femme déterminée aux traits affinés par les épreuves. Ses mains, calleuses par le travail manuel, manipulaient avec la même dextérité une serpillière et les documents d'archives qu'elle consultait religieusement chaque week-end. « Tu devrais arrêter ces recherches », lui répétait souvent Jeanne lors de leurs appels téléphoniques hebdomadaires. « Ça ne t'apporte que du chagrin, ma petite. » Mais Élodie ne pouvait pas abandonner. Chaque indice découvert alimentait sa détermination. Elle avait quitté la Bretagne à 20 ans pour se rapprocher de Lyon, s'installant d'abord dans les banlieues industrielles où elle enchaînait les petits boulots, femme de ménage dans des bureaux, serveuse dans des cafés, ouvrière dans des usines textiles. L'argent était compté, mais chaque euro économisé était investi dans sa quête. Frais de transport vers Lyon, photocopie d'actes d'état civil, consultation d'avocats spécialisés dans les adoptions. Sa chambre de bonne sous les toits ressemblait à un bureau d'enquêteur. Avec ses cartons d'archives et ses tableaux couverts de photos, de coupures de presse et de schémas reliés par des fils de couleurs, au fil des années, le puzzle se précisait. Armand Beaulieu s'était remarié en 2009 avec Geneviève Moreau, une femme élégante de 10 ans, sa cadette, qui semblait sortir d'un magazine de mode. Le couple avait eu 2 enfants, Julien, né en 1999, et Anaïs, née en 2001. Élodie avait passé des heures à étudier les photos de cette nouvelle famille dans les pages société des journaux lyonnais. Armand, toujours aussi distingué malgré les années qui passaient. Geneviève, impeccable dans ses tailleurs de créateur, un sourire parfait plaqué sur ses lèvres, et ces 2 adolescents qui grandissaient dans le luxe qu'elle n'avait jamais connu. Une jalousie amère l'envahissait parfois. Ces enfants avaient vécu la vie qui aurait dû être la sienne. Ils avaient grandi dans l'amour d'un père qu'elle n'avait jamais pu connaître, dans cette richesse qui lui était interdite depuis sa naissance. Mais au-delà de l'amertume, une question lancinante la taraudait. Que s'était-il vraiment passé cette nuit de septembre 2004 ? Plus elle creusait, plus les incohérences s'accumulaient. Le rapport de police mentionnait un accident sur l'autoroute A6, près de Mâcon. Hélène Beaulieu rentrait de Paris avec sa fille de 6 mois après une visite médicale.
La voiture avait quitté la chaussée par temps de pluie, dévalé un talus et pris feu. Aucun corps retrouvé, juste des fragments calcinés impossibles à identifier formellement. Mais Élodie avait découvert une anomalie troublante. Les relevés de péage montraient qu'aucune voiture immatriculée au nom des Beaulieu n'avait emprunté cette autoroute ce jour-là. Comment Hélène avait-elle pu avoir cet accident si elle n'était pas passée par là? En 2020, Élodie eut sa première vraie piste. Un ancien mécanicien de Villefranche-sur-Saône, rencontré par hasard dans un café, lui raconta une histoire étrange. En septembre 2004, un homme était venu dans son garage, très tard le soir, avec une voiture de luxe accidentée. Une Mercedes noire, je m'en souviens bien, avait dit le vieux Marcel en sirotant son pastis. Le type était très pressé, il voulait que je fasse disparaître l'épave. Il m'a payé cash, une somme énorme. J'ai trouvé ça louche, mais l'argent, c'était l'argent. Vous vous souvenez de l'homme? Avait insisté Élodie, le cœur battant. Pas vraiment. Il faisait nuit et il portait une casquette, mais il y avait une femme avec lui. Elle est restée dans la voiture. Mais j'ai entrevu son visage, blonde, très élégante. Elle avait une cicatrice sur la joue droite, assez profonde. Une cicatrice sur la joue droite. Élodie avait immédiatement pensé à Geneviève, mais sur toutes les photos qu'elle possédait, la belle-mère de son père ne présentait aucune marque visible. C'est en fouillant dans les archives du journal Le Progrès qu'elle trouva enfin la réponse. Un article de 2005 mentionnait brièvement que Madame Geneviève Beaulieu, nouvelle épouse d'Armand Beaulieu, avait subi une intervention de chirurgie esthétique pour corriger les séquelles d'un accident domestique. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais Élodie avait besoin de preuves. Elle devait se rapprocher de la famille, l'observer de près. C'est ainsi qu'en janvier 2022, elle postula pour un emploi de femme de ménage au siège du Beaulieu Group. L'ironie du sort voulait que ce soit Geneviève elle-même qui l'ait reçue en entretien. Élodie avait préparé minutieusement cette rencontre, modifiant légèrement son apparence. Cheveux teints en châtain, lentilles de contact brunes, maquillage discret qui durcissait ses traits. « Vous avez de bonnes références », avait dit Geneviève en parcourant le CV soigneusement falsifié d'Élodie. « Pourquoi voulez-vous travailler ici? J'ai besoin de stabilité, madame, et votre entreprise a une excellente réputation. » Élodie avait parlé d'une voix volontairement terne, jouant parfaitement son rôle de femme simple, cherchant un travail honnête. Geneviève l'avait jaugé quelques secondes, puis avait signé le contrat. « Vous commencez lundi. Soyez discrète, efficace, et nous nous entendrons très bien. » Le premier jour, Élodie avait eu du mal à contenir son émotion en pénétrant dans les bureaux luxueux du Beaulieu Group. Partout, des portraits de famille ornaient les murs. Armand au fil des années, ses parents fondateurs de l'entreprise, et cette photo officielle de 2003 montrant un Armand radieux aux côtés d'Hélène, tenant un bébé dans ses bras. Elle, c'était elle. Ce bébé souriant dans les bras de sa mère biologique. « Vous admirez nos archives familiales ?» La voix de Geneviève l'avait fait sursauter. « Excusez-moi, madame, je regardais juste. C'est une belle famille. » En effet, malheureusement, cette époque est révolue. Geneviève avait fixé la photo avec une expression indéchiffrable. Un terrible accident a emporté la première épouse de Monsieur Beaulieu et leur fille, très tragique. « Oh, je suis désolée », avait murmuré Élodie, luttant pour garder un visage impassible. « La vie continue, heureusement, M. Beaulieu a su rebâtir une famille. Mes enfants, Julien et Anaïs, sont la prunelle de ses yeux maintenant. Mes enfants, pas nos enfants. » Cette nuance n'avait pas échappé à Élodie. Au fil des semaines, elle avait fait la connaissance de toute la famille. Armand, qu'elle croisa régulièrement dans les couloirs, était un homme élégant mais fatigué, aux tempes grisonnantes et au regard parfois absent. Il la saluait poliment, sans jamais vraiment la voir. Comment aurait-il pu reconnaître dans cette femme de ménage effacée la fille qu'il croyait morte depuis 20 ans? Julien, 25 ans, était l'héritier désigné, arrogant et imbu de sa personne. Il traitait le personnel de service avec un mépris à peine voilé. Il passait le plus clair de son temps dans les bureaux, apprenant les rouages de l'entreprise familiale qu'il dirigerait un jour. Anaïs, en revanche, était d'une toute autre trempe. À 23 ans, elle possédait une douceur naturelle qui contrastait avec l'attitude hautaine de son frère. Elle était la seule à connaître le prénom d'Élodie, à lui demander de ses nouvelles, à la remercier pour son travail. « Vous habitez loin ?» lui avait demandé Anaïs un jour.
alors qu'Élodie nettoyait les vitres de son bureau. Villeurbanne, un petit appartement, mais ça me convient. Vous avez de la famille ? Élodie avait marqué une pause. En Bretagne, mes parents adoptifs. Adoptifs. Anaïs avait levé les yeux de son ordinateur. Intriguée, je n'ai jamais connu mes vrais parents, mais j'ai eu beaucoup de chance avec ceux qui m'ont élevée. Un silence s'était installé. Puis, Anaïs avait repris, d'une voix plus douce. Moi aussi, en quelque sorte, papa n'est pas mon père biologique. Il a épousé maman alors que j'étais toute petite, mais il nous a toujours traités, Julien et moi, comme ses propres enfants. Cette révélation avait bouleversé Élodie. Anaïs et Julien n'étaient donc pas les enfants biologiques d'Armand. Geneviève était arrivée dans la vie de son père avec des enfants d'une précédente union. Cela changeait tout. En nettoyant les bureaux le soir, quand l'immeuble se vidait, Élodie avait commencé à installer discrètement de minuscules micros dans les endroits stratégiques, le bureau de Geneviève, la salle de réunion, le bureau d'Armand. Elle avait appris cette technique en regardant des tutoriels sur Internet et en s'entraînant des mois durant. Les premiers enregistrements ne révélèrent rien d'extraordinaire, mais Élodie était patiente. Elle avait attendu 28 ans pour arriver jusque-là. Elle pouvait attendre encore, ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa patience allait bientôt être récompensée au-delà de toutes ses espérances. 6 mois après son arrivée au Beaulieu Group, Élodie était devenue invisible. C'est exactement ce qu'elle voulait. Chaque matin à 6 heures, elle arrivait la première dans les bureaux silencieux. Son chariot de ménage grinçait doucement sur le parquet ciré, tandis qu'elle accomplissait sa routine méthodique, vider les corbeilles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les vitres, mais surtout, elle écoutait. Les micros qu'elle avait installés fonctionnaient parfaitement. Chaque soir, dans son petit appartement de Villeurbanne, elle analysait les enregistrements de la journée, prenant des notes dans un carnet codé qu'elle cachait sous son matelas. Au début, les conversations étaient de banales, réunions commerciales, discussions budgétaires, appels avec les fournisseurs, mais petit à petit, un tableau plus sombre commençait à se dessiner. Geneviève Beaulieu n'était pas la femme parfaite qu'elle prétendait être. « Marc, j'ai besoin de toi ce soir », avait-elle murmuré un mardi après-midi dans son bureau, pensant être seule. « Armand part en déplacement à Milan, on aura la maison pour nous. » Marc Vautrin était le directeur financier de l'entreprise, un homme de 45 ans au physique quelconque mais aux manières obséquieuses. Élodie l'avait toujours trouvé louche. Avec sa façon de regarder partout sauf dans les yeux et ses sourires faux, elle avait commencé à le surveiller de plus près, remarquant ses allers-retours fréquents au bureau de Geneviève, leur conciliabule chuchoté près de la machine à café. Il y avait quelque chose entre eux, c'était évident. La relation entre Geneviève et Marc ne se limitait pas à des rendez-vous galants. Élodie découvrit bientôt qu'il manipulait les comptes de l'entreprise avec un art consommé, des factures gonflées, des fournisseurs fictifs, des virements suspects vers des comptes offshore. Le couple détournait plusieurs millions d'euros par an, si discrètement qu'Armand, pourtant fin gestionnaire, n'y voyait que du feu. Il vieillit, avait dit Geneviève un jour à Marc, pensant que les bureaux étaient mighty vides. Il ne vérifie plus les détails comme avant, c'est parfait pour nous. Tu crois qu'il soupçonne quelque chose. Armand, jamais de la vie. Il me fait confiance aveuglément, le pauvre chéri. Il pense encore que je l'ai épousé par amour. Leur rire avait glacé le sang d'Élodie. Cette femme était en train de ruiner son père, méthodiquement, sans qu'il s'en rende compte. Mais ce n'était que le début de ses découvertes. En observant Armand au quotidien, Élodie avait remarqué sa fatigue grandissante. L'homme élégant et énergique des photos d'époque laissait place à un quinquagénaire aux traits tirés, qui se tenait parfois la poitrine en grimaçant. Ses mains tremblaient légèrement quand il signait des documents, et il avait des absences de plus en plus fréquentes. « Papa ne va vraiment pas bien », avait confié Anaïs à son frère un midi, alors qu'Élodie nettoyait la salle de pause adjacente. « Tu as vu comme il était pâle ce matin. Il travaille trop, c'est tout », avait répondu Julien avec indifférence. Il n'est plus tout jeune. Julien, il n'a que 55 ans, et ces vertiges qu'il a eus hier soir, maman s'occupe de lui, elle lui donne ses médicaments, elle veille sur sa santé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Anaïs avait soupiré, visiblement inquiète. Élodie aussi s'inquiétait. Mais pour d'autres raisons, si Geneviève était capable de voler l'entreprise familiale, jusqu'où pouvait-elle aller ? La réponse vint un soir d'octobre, quand Élodie enregistra une conversation qui lui glaça le sang. Geneviève téléphonait à quelqu'un depuis son bureau, croyant l'immeuble désert.
Élodie nettoyait l'étage supérieur, mais le micro dissimulé dans le faux plafond captait chaque mot. Les digitales sont parfaites, Dr Rousseau. Elles reproduisent exactement les symptômes d'une insuffisance cardiaque naturelle. Oui, j'augmente progressivement les doses dans ces médicaments habituels. Non, personne ne peut s'en douter. J'écrase les comprimés et je les mélange à ces gélules de magnésium. Élodie avait failli lâcher son seau d'eau savonneuse. Geneviève était en train d'empoisonner Armand, la digitale. Elle connaissait. Son grand-père Yann lui avait souvent parlé de cette plante toxique qui poussait dans les landes bretonnes. À petite dose, elle provoquait des troubles cardiaques. À forte dose. Combien de temps encore, docteur ? 6 mois. C'est parfait. D'ici là, j'aurai finalisé tous les transferts. Oui, comme convenu, votre part sera versée sur le compte suisse dès que tout sera terminé. Un médecin complice. Geneviève avait même corrompu un professionnel de santé pour parfaire son crime. Élodie tremblait de rage et d'impuissance. Elle tenait enfin la preuve de ce qu'elle soupçonnait. Mais comment agir sans se démasquer ? Elle décida d'intensifier sa surveillance. Désormais, elle arrivait encore plus tôt le matin et repartait plus tard le soir. Elle installa des micros supplémentaires, notamment dans la voiture de Geneviève qu'elle nettoyait chaque semaine. C'est ainsi qu'elle découvrit l'existence du docteur Rousseau, un ancien médecin radié de l'ordre pour trafic de médicaments qui fournissait à Geneviève tout ce dont elle avait besoin pour ses sombres projets. Il possédait une petite pharmacie clandestine, dans un entrepôt désaffecté de Vénissieux, où il préparait des drogues sur mesure pour une clientèle très spéciale. « J'ai besoin d'accélérer le processus », avait dit Geneviève, lors d'une de leurs rencontres secrètes qu'Élodie avait réussi à enregistrer. Armand commence à avoir des doutes sur les finances. Il veut faire venir un expert comptable externe. Impossible. Si on augmente trop rapidement les doses, les symptômes deviendront suspects. Alors trouvez autre chose. Un infarctus, un AVC, quelque chose de naturel mais de rapide. Ça va coûter plus cher. L'argent n'est pas un problème. Dans quelques mois, je serai l'unique héritière de l'Empire Beaulieu. Unique héritière. Élodie avait frémi en entendant ces mots. Geneviève avait oublié un détail. La vraie héritière était toujours vivante, et elle nettoyait ses bureaux chaque matin, pendant ce temps. Sa relation avec Anaïs s'approfondissait naturellement. La jeune femme était la seule de la famille à traiter Élodie comme un être humain, pas seulement comme une employée invisible. « Vous savez, Élodie, je vous trouve courageuse », lui avait dit Anaïs un après-midi en la regardant nettoyer les vitres de son bureau. « Vivre seule dans une grande ville, se construire une vie de ses propres mains, moi, j'ai toujours eu tout servi sur un plateau. Vous ne devriez pas dire ça, mademoiselle Anaïs. Vous êtes quelqu'un de bien. Appelez-moi juste Anaïs, s'il vous plaît. Et puis, vous me paraissez plus cultivée que vous ne voulez bien le laisser paraître. » Élodie avait souri, touchée par cette perspicacité. « J'aime lire, c'est vrai. Et vous semblez préoccupée ces derniers temps. C'est papa. Il va de plus en plus mal. Et maman dit que c'est normal, qu'il faut juste attendre que les nouveaux traitements fassent effet. Mais j'ai l'impression qu'il s'affaiblit de jour en jour. Si tu savais, avait pensé Élodie. Si seulement tu savais ce que ta précieuse maman lui fait subir. Et puis, avait continué Anaïs, il y a des trucs bizarres qui se passent dans l'entreprise. Des factures que je ne comprends pas. Des fournisseurs que je n'ai jamais vus. Julien dit que je me fais des idées. Mais j'ai l'impression qu'on cache des choses à papa. Élodie avait eu envie de tout lui révéler sur le champ. Mais c'était trop risqué. Anaïs était loyale envers sa mère adoptive. Malgré ses doutes, il fallait plus de preuves, des preuves irréfutables. Un matin de novembre, en vidant la corbeille du bureau de Geneviève, Élodie trouva un papier froissé qui allait changer sa compréhension de toute l'affaire. C'était un brouillon d'une lettre manuscrite, probablement jetée par erreur. « Mon cher Armand ne se doute de rien. Bientôt, très bientôt, je serai enfin vengée. Hélène croyait pouvoir me voler ma place, mais j'ai eu le dernier mot. Sa sale petite peste aurait dû mourir dans cet accident. Comme elle. Mais peu importe. Personne ne viendra jamais réclamer l'héritage. Dans quelques mois, tout sera à moi. Comme ça aurait toujours dû être. » Élodie relut le papier 3 fois, avant d'en saisir toute la portée. Geneviève connaissait sa véritable identité. Elle savait qu'Élodie Beaulieu n'était pas morte dans l'accident. Pire encore, elle était responsable de cet accident, et elle l'avait organisé pour éliminer sa rivale et s'emparer de l'héritage.
La vérité explosa dans son esprit comme une bombe. Geneviève n'était pas juste une femme cupide qui avait épousé Armand pour son argent, c'était l'assassin de sa mère, la femme qui avait détruit sa famille et volé sa vie. Et maintenant, elle s'apprêtait à achever son œuvre en tuant son père, le soir même. Dans son appartement, Élodie contempla le demi-cœur doré qu'elle portait toujours autour du cou. Quelque part, Armand possédait sûrement l'autre moitié. Il était temps de réunir les deux parties de ce symbole brisé. Il était temps de révéler la vérité. Septembre 2004, 20 ans plus tôt. Geneviève Moreau regardait par la fenêtre de son petit appartement parisien, les poings serrés de rage. Sur la table de sa cuisine traînait le faire-part qu'elle avait reçu le matin même. Armand et Hélène Beaulieu ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille Élodie Marie. Le 15 mars 2004, Armand, son Armand, qui aurait dû être à elle caressa machinalement la cicatrice encore fraîche sur sa joue droite, souvenir de leur dernière dispute 3 mois plus tôt. Hélène l'avait griffé comme une furie quand elle avait découvert leur liaison. « Tu crois vraiment qu'il va divorcer pour toi ?» avait craché Hélène dans le parking souterrain du Beaulieu Group. Une secrétaire ambitieuse qui couche avec son patron. « Tu rêves, ma pauvre fille. Il m'aime, il me l'a dit. Les hommes disent beaucoup de choses au lit, mais ils épousent des femmes de leur milieu. Pas des opportunistes comme toi. » La gifle était partie toute seule. Hélène avait riposté avec ses ongles, marquant à vie le visage de Geneviève, avant de lui annoncer sa grossesse comme un coup de grâce final. « Armand aura bientôt un héritier légitime. Fais-toi une raison. » Depuis cette scène, Geneviève mijotait sa vengeance. Elle avait démissionné du Beaulieu Group, mais gardait des contacts dans l'entreprise. Elle savait tout des allées et venues d'Armand, de ses habitudes, de ses rendez-vous. Et surtout, elle connaissait les faiblesses de sa voiture, cette vieille Mercedes que sa femme utilisait pour ses déplacements. Le plan avait germé lentement dans son esprit torturé. Si elle ne pouvait pas avoir Armand, personne d'autre ne l'aurait. Et si cette garce d'Hélène et sa maudite fille disparaissaient, Armand serait libre, vulnérable, prêt à se consoler dans les bras de celle qui saurait le comprendre. Marc Vautrin, son nouveau petit ami rencontré dans un bar du Marais, était le complice parfait. Ancien mécanicien reconverti dans la comptabilité, après un stage de formation, il avait gardé ses compétences techniques et son amoralité de voyou de banlieue. « Tu es sûr de vouloir aller jusque-là » lui avait-il demandé quand elle lui avait exposé son plan. « Tout à fait sûr, Hélène m'a pris ma vie. Je vais reprendre ce qui m'appartient. » Le sabotage avait été minutieusement préparé. Marc s'était introduit dans le garage des Beaulieu par une nuit sans lune, armé de ses outils de précision, quelques coups de lime sur les freins, un petit jeu dans la direction, et la Mercedes était devenue un piège mortel qui se déclencherait au premier virage pris trop vite. Geneviève avait choisi le moment avec soin. Hélène devait emmener le bébé chez un pédiatre parisien réputé, puis rentrer à Lyon par l'autoroute. Un trajet qu'elle connaissait par cœur, qu'elle prendrait forcément de nuit après le rendez-vous tardif. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa soif de vengeance ne se contenterait pas d'un simple accident. Geneviève et Marc avaient suivi la Mercedes à distance prudente depuis Paris. Quand la voiture avait quitté la chaussée près de Mâcon, exactement comme prévu, il s'était arrêté sur le bas-côté. « Reste dans la voiture », avait ordonné Geneviève à Marc avant de dévaler le talus. Hélène agonisait dans l'habitacle déformé, le bébé pleurant dans son siège auto miraculeusement intact. Geneviève s'était penchée vers sa rivale mourante. « Tu pensais vraiment que tu pouvais me voler ma vie ?» avait-elle murmuré. Hélène avait tenté de parler, du sang coulant de sa bouche. Ses yeux suppliaient pour sa fille. « Ne t'inquiète pas pour elle. Elle va rejoindre sa maman très bientôt. » Mais quand Geneviève avait voulu s'emparer du bébé, Hélène avait trouvé la force d'un dernier geste désespéré. Ses ongles avaient lacéré le visage de son assassin, rouvrant l'ancienne cicatrice et en créant de nouvelles. « Salope !» avait crié Geneviève en portant la main à sa joue en sang. C'est à ce moment qu'elle avait remarqué le pendentif au cou d'Hélène. Un cœur en or finement ciselé, gravé d'un H délicat, d'un geste rageur. Elle l'avait arraché, le cassant en deux. Une moitié était restée dans sa main, l'autre autour du cou du bébé. « Marc, viens m'aider. » Ensemble, ils avaient sorti l'enfant de l'épave. Geneviève avait d'abord eu l'intention de... Non, elle ne pouvait pas. Pas un bébé. Même dans sa folie, une limite subsistait. « Qu'est-ce qu'on fait ?» avait demandé Marc. « On l'a fait disparaître, pour toujours. »
Ils avaient mis le feu à la voiture avec Hélène à l'intérieur, puis pris la route vers le nord avec le bébé. Geneviève connaissait des gens en Bretagne, d'anciens collègues de son père qui ne posaient pas de questions contre un bon prix. Pierre et Jeanne Kergoet étaient des gens simples, un couple de paysans sans enfants qui rêvaient d'une famille. Quand Geneviève leur avait proposé de récupérer un bébé abandonné contre une somme d'argent qui changerait leur vie, ils n'avaient pas cherché à comprendre. « Elle s'appelle comment ?» avait demandé Jeanne en berçant la petite. Geneviève avait regardé le bout de papier où elle avait griffonné le prénom lu sur l'acte de naissance trouvé dans le sac à main d'Hélène. Élodie. Elle s'appelle Élodie. De retour à Lyon. Geneviève avait soigneusement orchestré les suites de son crime. Les faux témoignages sur l'accident, les pièces à conviction détruites chez son ami mécanicien, la disparition de tous les documents compromettants. Elle avait pensé à tout, puis était venue la phase la plus délicate. Se rapprocher d'Armand brisé par la perte de sa famille, elle avait attendu 6 mois avant de croiser par hasard le veuf éploré dans un restaurant de Lyon. Armand, rongé par la culpabilité et la solitude, s'était laissé consoler par cette femme compréhensive, qui semblait si bien le comprendre. « Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime », lui avait-elle menti avec un aplomb parfait. « Mon mari et mon fils sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans. » Armand avait gobé cette histoire inventée de toutes pièces. Marc était devenu son frère mort tragiquement. Et les enfants qu'elle avait eus d'une précédente union, Julien et Anaïs, nés de pères différents qu'elle avait abandonnés dès qu'elle avait trouvé mieux, étaient devenus les orphelins de ce frère fictif qu'elle avait recueilli par amour. Le mariage avait eu lieu en 2009, 5 ans après le crime. 5 années pendant lesquelles Geneviève avait patiemment tissé sa toile, s'installant dans la vie d'Armand, gagnant sa confiance, devenant indispensable. Marc, officiellement ami de la famille et accessoirement directeur financier du groupe depuis 2010, l'aidait à détourner discrètement les fonds de l'entreprise. Ils préparaient minutieusement leur fuite vers un paradis fiscal, attendant le moment propice pour disparaître avec le magot. Mais les années passant, Geneviève s'était prise au jeu. Elle aimait sa position de Madame Beaulieu. Respectée dans la haute société lyonnaise, elle aimait le luxe, les réceptions, le pouvoir. Pourquoi se contenter de voler quelques millions quand elle pouvait hériter de tout? L'idée d'éliminer Armand avait germé progressivement, pas d'un coup, comme pour Hélène, mais lentement, sûrement, avec la patience d'une araignée. Elle avait commencé par de petites doses de digital mélangées à ses vitamines. Juste pour voir, Armand avait développé des symptômes cardiaques que son médecin habituel attribuait au stress et à l'âge. Parfait. Puis elle avait rencontré le docteur Rousseau dans un cocktail mondain. Cet ancien ponte de la cardiologie avait été radié pour trafic de médicaments, mais il avait gardé ses compétences et perdu ses scrupules. Un partenaire idéal. Combien de temps pour que ce soit indétectable ? Lui avait-elle demandé lors de leur premier rendez-vous clandestin. Avec la digitale, 6 mois minimum pour que ça ressemble à une mort naturelle, 1 an pour être vraiment tranquille. 1 an, c'est trop long. Il commence à poser des questions sur les comptes. Dans ce cas, on peut accélérer avec autre chose, mais ça coûtera plus cher. L'argent n'était pas un problème. Dans quelques mois, elle serait l'unique héritière de l'Empire Beaulieu. Julien et Anaïs toucheraient leur part, bien sûr. Elle n'était pas assez idiote pour les déshériter complètement et risquer un procès. Mais la majeure partie lui reviendrait. Armand avait refait son testament en sa faveur dès leur mariage, par amour et par reconnaissance pour la mère de substitution qui s'occupait si bien de ses enfants adoptifs, si seulement il savait que ses enfants n'étaient même pas de la famille. Le seul grain de sable dans son plan parfait était cette obsession qu'avait Armand de retrouver les corps de sa première femme et de sa fille. Régulièrement, il payait des détectives privés pour ouvrir l'enquête, fouiller les archives, chercher de nouveaux témoins. Tant que je n'aurais pas fait leur deuil correctement, lui avait-il confié un soir, je ne serai jamais complètement en paix. Geneviève le consolait, feignant de partager sa peine, mais intérieurement elle bouillait. Ces morts qu'il pleurait encore après 20 ans l'empêchaient d'être totalement à elle. Heureusement, aucun détective n'était assez malin pour remonter jusqu'en Bretagne. La petite Élodie Beaulieu était devenue Élodie Caron, et elle resterait à jamais une fille de paysan sans histoire. Du moins, c'est ce que croyait Geneviève, car à cet instant même, dans les bureaux silencieux du Beaulieu Group, la femme de ménage qu'elle croisait chaque matin sans vraiment la voir était en train de vérifier ses micros cachés,
préparant la révélation qui allait faire s'effondrer 20 années de mensonges soigneusement orchestrés. La roue du destin était sur le point de tourner. Décembre 2024. Le froid mordant de l'hiver lyonnais n'était rien comparé à la glace qui coulait dans les veines d'Élodie quand elle écoutait les enregistrements de la nuit précédente, dans son petit appartement de Villeurbanne. Assise à sa table de cuisine éclairée par une lampe de bureau, elle transcrivait méthodiquement chaque conversation captée par ses micros. La voix de Geneviève résonnait dans ses écouteurs avec une froideur qui lui donnait la chair de poule. « Docteur Rousseau, c'est moi. Oui, les symptômes s'accentuent comme prévu. Non, il ne soupçonne rien. Il fait confiance à son cardiologue habituel. Combien de temps encore avant la phase terminale ?» Élodie serra les poings. Chaque mot était une dague plantée dans son cœur. Cette femme était en train de tuer méthodiquement son père, avec la même froideur clinique qu'elle avait mise à assassiner sa mère 20 ans plus tôt. Elle avait installé un nouveau micro dans la pharmacie personnelle de Geneviève, dissimulé dans l'armoire de la salle de bain de sa suite parentale. L'opération avait été périlleuse. Elle avait dû profiter d'une absence de famille entière pour s'introduire dans leur maison bourgeoise de caluire et cuir, mais cela en valait la peine. Elle captait maintenant les moindres préparatifs de l'empoisonnement. « Marc, apporte-moi le mortier, s'il te plaît », murmurait Geneviève sur les enregistrements du matin. « Il faut que j'augmente la dose aujourd'hui. Armand a rendez-vous avec l'expert comptable externe jeudi prochain. » Le bruit du pilon écrasant les comprimés de digitaline était parfaitement audible. Élodie l'avait entendu une dizaine de fois déjà, mais elle frissonnait encore à chaque écoute. « Tu crois qu'on ne devrait pas ralentir ?» demandait parfois Marc d'une voix inquiète. « S'il meurt trop vite, ça va paraître suspect. Marc, mon chéri, j'ai tué sa première femme sous ses yeux et il n'a rien vu. Tu crois vraiment qu'il va soupçonner que sa chère épouse l'empoisonne ?» Leur rire complice donnait envie de vomir à Élodie. Elle avait maintenant des preuves irréfutables des crimes passés et présents, mais elle devait encore attendre le moment propice pour frapper. Au bureau, Armand déclinait visiblement. Ses traits tirés s'accentuaient de jour en jour. Ses mains tremblaient de plus en plus, et ses malaises cardiaques se multipliaient. Hier encore, il s'était effondré dans son fauteuil pendant une réunion, le visage livide, portant la main à sa poitrine. « Appelez un médecin », avait crié Anaïs. « Non, non, ça va aller », avait protesté Armand d'une voix faible. « C'est juste la fatigue. Geneviève a augmenté mes médicaments pour le cœur. Ça va s'arranger ? Si tu savais. » avait pensé Élodie en le regardant, la gorge nouée. Si seulement tu savais que tes médicaments pour le cœur sont en train de te tuer. Elle avait discrètement photographié les flacons de pilules qu'Armand prenait chaque matin, en croisant les informations avec les enregistrements de Geneviève. Elle avait reconstitué le protocole d'empoisonnement. Les comprimés de digital étaient broyés et mélangés à ses vitamines quotidiennes. Le dosage augmentait progressivement, provoquant une insuffisance cardiaque qui ressemblait parfaitement à une maladie naturelle. « C'est du travail d'orfèvre », avait commenté le docteur Rousseau lors d'un de leurs rendez-vous secrets. « Dans 2 mois maximum, il fera un infarctus massif. Aucun médecin légiste ne trouvera rien d'anormal. Et les analyses de sang. La digitale est indétectable après quelques heures dans l'organisme. À moins de chercher spécifiquement ce poison dans les 12 heures suivant l'ingestion, impossible de la déceler. » Geneviève avait pensé à tout, vraiment tout, mais elle avait sous-estimé l'instinct maternel d'Anaïs. La jeune femme s'inquiétait de plus en plus pour la santé de son père adoptif, et ses questions devenaient embarrassantes. « Maman, tu es sûre que les nouveaux médicaments de papa sont appropriés ?» avait-elle demandé un matin, alors qu'Élodie nettoyait discrètement le couloir adjacent. « Bien sûr, ma chérie, c'est le professeur Mathieu qui les a prescrits. Tu sais bien qu'il s'occupe de ton père depuis des années. Justement, j'ai appelé son cabinet hier. Il m'a dit qu'il n'avait pas modifié le traitement depuis 6 mois. » Un silence pesant s'était installé. Élodie avait retenu son souffle. « Tu as mal compris, Anaïs ? Ou alors c'est sa secrétaire qui s'est trompée ? » « Non, maman. J'ai parlé directement au professeur Mathieu. Il était même surpris que tu aies dit ça. Écoute, ma chérie, » avait repris Geneviève d'une voix plus ferme. « Tu t'inquiètes trop ? Ton père va bien ? Compte tenu des circonstances, il faut lui faire confiance pour gérer sa santé. » Mais Anaïs n'était pas dupe. Élodie l'avait vue fouiller discrètement dans l'armoire à pharmacie familiale, examiner les flacons de médicaments, prendre des notes. La jeune femme menait sa propre enquête. C'était à la fois rassurant et terrifiant. Rassurant parce qu'Anaïs était du bon côté, mais terrifiant parce que ses investigations risquaient d'alerter Geneviève,
avant qu'Élodie ne soit prête à révéler la vérité. Le danger se précisait chaque jour. Les enregistrements de la semaine précédente avaient révélé l'inquiétude croissante de Geneviève. « Marc, il faut qu'on accélère le processus. Anaïs pose trop de questions et Armand a pris rendez-vous avec un nouvel expert comptable. S'il découvre nos détournements, qu'est-ce que tu proposes ?» Le docteur Rousseau a parlé d'une injection directe. Quelque chose qui provoquerait un arrêt cardiaque immédiat. C'est risqué. Comment tu veux justifier une piqûre ? On trouvera un malaise, une injection d'adrénaline qui tourne mal. Les médecins urgentistes ne cherchent pas midi à 14h quand ils voient un homme de 55 ans faire un infarctus. Élodie avait failli vomir en entendant ces paroles. Geneviève était prête à tout pour préserver son secret et s'emparer définitivement de l'héritage. Il ne restait plus que quelques semaines, peut-être quelques jours, avant qu'elle ne passe à l'acte final. Cette nuit-là, Élodie n'avait pas fermé l'œil. Elle avait passé des heures à contempler le demi-cœur doré qui pendait à son cou, se remémorant les bribes de souvenirs qu'elle gardait de ses premiers mois de vie. Parfois, dans ses rêves, elle entendait une voix douce qui chantait une berceuse française. Sa mère, Hélène, le lendemain matin, elle avait pris sa décision. C'était maintenant ou jamais. En arrivant au bureau, elle avait discrètement récupéré tous les micros qu'elle avait installés au fil des mois. Les preuves étaient suffisantes. Heures d'enregistrement compromettants, photos des préparatifs d'empoisonnement, documents financiers volés prouvant les détournements. Elle avait de quoi envoyer Geneviève et Marc en prison à vie, mais avant d'alerter la police, elle devait révéler sa véritable identité à sa famille. Elle leur devait cette vérité, même si cela risquait de les détruire. Elle avait choisi le moment avec soin, la réunion mensuelle du conseil d'administration, où tous les dirigeants seraient présents, Armand, Geneviève, Julien, Anaïs et les principaux cadres de l'entreprise, dont Marc. Tout le monde serait là pour entendre l'explosion de la vérité. Ce matin-là, en enfilant son uniforme de femme de ménage pour la dernière fois, Élodie avait glissé dans sa poche le dossier qui contenait 20 années de secrets. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Dans quelques heures, elle ne serait plus Élodie Caron, la discrète employée de nettoyage. Elle redeviendrait Élodie Beaulieu, l'héritière perdue qui revenait réclamer sa place et obtenir justice pour sa mère assassinée, en passant devant le portrait de famille, accroché dans le couloir principal. Cette photo de 2003, où elle souriait dans les bras d'Hélène. Elle s'était arrêtée quelques secondes. « J'arrive, maman », avait-elle murmuré. « Je vais enfin venger ta mort. » L'heure de la vérité avait sonné. La salle de réunion du Beaulieu Group était baignée dans la lumière dorée de cette fin de matinée de décembre. Autour de la grande table d'acajou, les membres du conseil d'administration prenaient en place avec leur sérieux habituel. Armand présidait, malgré sa fatigue visible. À sa droite, Geneviève, impeccable dans son tailleur Chanel marine. À sa gauche, Julien consultait ses dossiers avec l'arrogance du futur héritier. Anaïs, plus discrète, griffonnait des notes dans son carnet, jetant parfois des regards inquiets vers son père adoptif. Marc Vautrin s'installa face à eux, ses rapports financiers soigneusement disposés devant lui. Il évita le regard de Geneviève, mais Élodie, qui observait depuis le couloir, nota l'imperceptible hochement de tête qu'ils échangèrent. Les autres cadres dirigeants complétèrent l'assemblée, le directeur commercial, la responsable des ressources humaines, le chef de production. Tous ces gens respectables qui ne se doutaient pas qu'il allait assister au spectacle le plus bouleversant de leur carrière, Élodie attendait dans le couloir, son chariot de nettoyage à côté d'elle. Mais aujourd'hui, elle ne venait pas pour nettoyer. Elle venait pour révéler 20 années de mensonges et de crimes. Son cœur battait si fort qu'elle en avait des vertiges. Dans sa poche, elle serrait le demi-cœur doré qui ne l'avait jamais quittée. L'autre moitié était quelque part dans cette pièce, probablement dans le coffre personnel d'Armand. Bientôt, les deux parties seraient enfin réunies. « Mesdames et messieurs », commença Armand d'une voix fatiguée, « nous allons examiner les comptes du dernier trimestre. » C'était le moment. Élodie poussa la porte de la salle de réunion et entra sans frapper. « Excusez-moi », dit le directeur commercial, « mais nous sommes en réunion. Le ménage peut attendre. Je suis votre fille perdue », cria Élodie d'une voix qui résonna dans toute la pièce. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards convergèrent vers cette femme de ménage, qui venait de hurler quelque chose d'incompréhensible. Armand leva les yeux de ses dossiers, l'air confus. « Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit »
Geneviève s'était raidie sur sa chaise, ses jointures blanchissant sur l'accoudoir. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Appelez la sécurité. Je ne plaisante pas, dit Élodie d'une voix plus ferme. Je m'appelle Élodie Beaulieu. Je suis votre fille, monsieur Beaulieu, celle que vous croyez morte depuis 20 ans. Armand éclata d'un rire nerveux, mais son rire mourut dans sa gorge quand il croisa le regard d'Élodie, ses yeux verts. Il les avait déjà vus quelque part. Écoutez, madame, commença-t-il d'une voix hésitante. Caron, Élodie Caron, c'est le nom que j'ai porté toute ma vie. Mais mon vrai nom est Élodie Marie Beaulieu, née le 15 mars 2004 à Lyon. Ma mère s'appelait Hélène Dubois-Beaulieu. Cette fois, ce fut au tour d'Armand de se raidir. Hélène, ce nom qu'il n'avait pas entendu prononcer depuis des années, résonna comme un coup de tonnerre. « C'est ridicule !» siffla Geneviève. « Ma fille et sa mère sont mortes dans un accident de voiture. Nous avons tous pleuré leur disparition. »« Elles ne sont pas mortes dans un accident, » répliqua Élodie en fouillant dans sa poche. « Hélène a été assassinée, et moi, j'ai été enlevée. » Elle sortit le demi-cœur doré et le brandit bien haut. La lumière du lustre se refléta sur le métal précieux, créant des éclats dorés qui dansaient sur les murs. Armand devint livide. Ses mains se mirent à trembler violemment. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Ce pendentif, je l'ai offert à Hélène pour nos fiançailles. Il était cassé en deux lors de l'agression, » compléta Élodie. « L'autre moitié, vous l'avez gardée, n'est-ce pas? Vous la conservez comme une relique de votre amour perdu. » Armand se leva péniblement. Ses jambes flageolantes, sans quitter Élodie des yeux, il se dirigea vers le petit coffre personnel installé derrière son bureau. Ses doigts tremblaient tellement qu'il eut du mal à composer le code. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Anaïs d'une voix inquiète. Il ne répondit pas. Le coffre s'ouvrit avec un petit déclic. Armand en sortit un écrin de velours bleu qu'il ouvrit avec des gestes infiniment précautionneux. À l'intérieur reposait l'autre moitié du cœur doré. « Mon Dieu !» murmura Julien. Élodie s'approcha lentement. Armand tenait sa moitié du pendentif d'une main tremblante. Elle approcha la sienne. Les deux parties s'emboîtèrent parfaitement, reformant le cœur complet avec un petit clic métallique. « Hélène !» souffla Armand, les larmes aux yeux. « Ma petite Hélène !» Cette comédie a assez duré, explosa Geneviève en se levant brutalement. Cette femme est une imposteuse, une opportuniste qui a trouvé Dieu sait où ce bout de bijou. Ce n'est pas tout, dit Élodie sans se laisser impressionner. Elle sortit de sa poche un épais dossier qu'elle posa sur la table. J'ai des preuves de ce qui s'est vraiment passé cette nuit de septembre 2004. Geneviève pâlit, mais elle se ressaisit rapidement. Des preuves de quoi? D'un accident tragique que nous avons tous vécu. Des preuves que vous avez saboté la voiture d'Hélène, que vous l'avez suivie jusqu'au lieu de l'accident, que vous l'avez regardée mourir avant de m'enlever. C'est de la diffamation pure et simple. Je vais appeler mon avocat. Appelez qui vous voulez, répliqua Élodie calmement. J'ai des enregistrements. Le mot tomba comme une bombe. Marc Vautrin sursauta violemment, renversant sa tasse de café sur ses dossiers. Des enregistrements de quoi? Demanda Anaïs d'une voix blanche. De vos confessions, Madame Beaulieu, vos confessions complètes sur les meurtres que vous avez commis. Élodie ouvrit le dossier et en sortit un petit magnétophone numérique. Elle appuya sur Play. La voix de Geneviève emplit la salle. J'ai tué Hélène, et cette maudite enfant aurait dû mourir aussi. Maintenant je vais en finir avec Armand, et tout sera à moi. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. On n'entendait plus que le bourdonnement discret de la ventilation et les battements de cœur affolés de chacun. Armand s'effondra dans son fauteuil, le visage décomposé. « Geneviève, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas. C'est un montage !» cria Geneviève, mais sa voix manquait de conviction. « Cette femme a trafiqué ses enregistrements. Il y en a d'autres, » continua Élodie imperturbablement. Elle appuya de nouveau sur le magnétophone. Cette fois, c'était une conversation entre Geneviève et Marc. « Les digitales sont parfaites, docteur Rousseau. Elles reproduisent exactement les symptômes d'une insuffisance cardiaque naturelle. Oui, j'augmente progressivement les doses dans ces médicaments habituels. » Julien bondit de sa chaise. « Maman, tu es en train d'empoisonner papa. »« Non, c'est faux. Cette folle a inventé tout ça. » Mais Anaïs regardait maintenant sa mère adoptive,
avec une expression d'horreur grandissante. Les questions que je te posais sur les médicaments de papa, tu m'as menti, tu savais très bien qu'il n'y avait pas eu de changement de traitement. Anaïs, ma chérie, tu ne comprends pas? Si, je comprends parfaitement, explosa la jeune femme. Tu l'empoisonnes. Tu es en train de tuer notre père. Armand se tenait la poitrine, respirant difficilement. Mes médicaments, mes malaises. Geneviève, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai donné l'amour que tu méritais, cria Geneviève, perdant enfin son sang-froid. J'ai effacé cette garce d'Hélène qui t'empêchait d'être heureux. J'ai construit notre famille. J'ai fait de toi l'homme le plus respecté de Lyon, en tuant ma femme et en tentant de me tuer. Tu étais malheureux avec elle. Elle te trompait, tu le sais très bien. C'est faux. Hélène n'a jamais. Elle couchait avec son gynécologue, le docteur Moreau. Elle allait le voir tous les mois, soi-disant pour des contrôles de routine. Un nouveau silence accueillit cette révélation. Élodie fronça les sourcils. Ce nom, Moreau, comme le nom de jeune fille de Geneviève, une coïncidence. Le docteur Moreau, répéta-t-elle lentement. Votre père, peut-être. Geneviève se figea, comprenant qu'elle venait de commettre une erreur fatale. Votre père était le gynécologue d'Hélène, continua Élodie. C'est comme ça que vous savez tout sur sa grossesse, ses rendez-vous, ses habitudes. Vous aviez accès à son dossier médical par votre père. Vous étiez jalouse depuis le début, ajouta Armand d'une voix brisée. Vous m'espionniez à travers ma femme. Je t'aimais, hurla Geneviève. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vue et cette garce t'avait ensorcelée. Alors vous l'avez tuée. Oui, et je ne le regrette pas. Elle ne te méritait pas. L'aveu tomba dans un silence sidéré. Même Marc, livide, regardait sa complice avec horreur. Il avait participé au crime, certes, mais il n'avait jamais entendu Geneviève l'avouer avec une telle froideur. Élodie regardait cette femme qui avait détruit sa famille, qui avait tué sa mère, qui tentait maintenant d'assassiner son père. 20 années de rage contenue remontaient à la surface. « Vous m'avez volé ma vie », dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Vous m'avez privé de mes parents, de ma famille, de tout ce que j'aurais dû avoir. Tu aurais dû mourir avec ta mère, » cracha Geneviève. « J'aurais dû te laisser brûler dans cette voiture. » Cette phrase fut de trop pour Armand, malgré sa faiblesse. Il se leva et gifla violemment sa femme. « Sortez de ma vue, » dit-il d'une voix blanche. « Sortez avant que j'appelle la police. Tu ne feras pas ça. Tu as trop besoin de moi, qui s'occupera de tes affaires, qui dirigera ton empire. » Armand regarda sa fille retrouvée, puis sourit à travers ses larmes. « Elle, » dit-il simplement en désignant Élodie, « ma vraie héritière. » L'atmosphère dans la salle de réunion était devenue électrique. Tous les regards étaient braqués sur Élodie qui tenait fermement son magnétophone, prête à révéler l'ampleur des crimes de Geneviève. « Ce n'est que le début, » annonça-t-elle d'une voix posée. « J'ai passé 2 ans à documenter vos forfaits, Madame Beaulieu. Chaque conversation, chaque préparatif, chaque mensonge. » Geneviève tentait de reprendre contenance après la gifle d'Armand, mais ses mains tremblaient visiblement. « Tu bluffes, tu n'as rien d'autre que quelques enregistrements trafiqués. » « Vraiment ?» Élodie appuya de nouveau sur le magnétophone. La voix de Geneviève résonna, glaciale et méthodique. « Marc, apporte-moi le mortier, s'il te plaît. Il faut que j'augmente la dose aujourd'hui. Armand a rendez-vous avec l'expert comptable externe jeudi prochain. » Le bruit caractéristique du pilon écrasant les comprimés emplit la pièce. Julien porta la main à sa bouche, écœuré. « Tu crois qu'on ne devrait pas ralentir ?» demandait la voix de Marc sur l'enregistrement. « Marc, mon chéri, j'ai tué sa première femme sous ses yeux et il n'a rien vu. Tu crois vraiment qu'il va soupçonner que sa chère épouse l'empoisonne ?» Cette fois, c'en était trop pour Armand. Il se leva péniblement, le visage décomposé par l'horreur et la trahison. « Geneviève, comment as-tu pu, pendant toutes ces années, papa ?» dit doucement Anaïs en se levant pour le soutenir. « Assieds-toi, tu es tout pâle. Mes médicaments, » murmura-t-il. « Depuis quand tu m'empoisonnes ?» Geneviève se dressa comme une furie. « Arrêtez ce cirque, cette femme vous manipule avec ses montages sonores ridicules. » Des montages. Élodie sortit de son dossier une série de photographies. « Et ça aussi, ce sont des montages. » Elle étala les clichés sur la table. On y voyait Geneviève dans sa salle de bain, broyant des comprimés dans un mortier, puis mélangeant la poudre obtenue aux gélules de magnésium d'Armand. Marc Vautrin était devenu livide.
Il reconnaissait parfaitement ces scènes auxquelles il avait participé. « Geneviève, balbutia-t-il, elle nous a photographiés. Ferme-la, imbécile, siffla-t-elle. Oui, monsieur Vautrin, dit Élodie en se tournant vers lui. J'ai aussi des preuves de votre complicité. Vos rencontres avec le docteur Rousseau, vos détournements financiers, vos rendez-vous galants avec Madame Beaulieu pendant les voyages d'affaires de son mari. Elle sortit d'autres photos montrant Marc et Geneviève dans des situations compromettantes. Enlacés dans un parking souterrain, s'embrassant dans l'entrepôt de Vénissieux, comptant des liasses de billets dans ce qui ressemblait à un coffre-fort. Vous saviez qu'ils détournaient l'argent de l'entreprise, demanda Élodie en s'adressant aux autres membres du conseil. Le directeur commercial examina les photos avec stupeur. Ces factures, je les ai signées, mais ces montants me paraissaient excessifs. Parce qu'ils étaient à gonfler, confirma Élodie. Monsieur Vautrin créait de fausses sociétés, émettait des factures fictives, puis virait l'argent sur des comptes offshore. J'ai ici les relevés bancaires. Elle posa une nouvelle liasse de documents sur la table. Armand s'en saisit d'une main tremblante. 15 millions d'euros, lut-il d'une voix blanche. Vous avez volé 15 millions d'euros en 5 ans. C'était notre argent, explosa Geneviève. J'ai reconstruit cette famille. J'ai élevé tes enfants. J'ai fait de toi l'homme que tu es devenu. Mes enfants. Armand leva les yeux vers Julien et Anaïs. Mes enfants. Ils ne sont même pas à moi biologiquement. Vous me l'avez dit vous-même quand vous avez voulu m'émouvoir avec votre histoire de veuve éplorée. Julien encaissa le choc comme une gifle. Quoi, je ne suis pas? Tu n'es pas mon père. Biologiquement, non, admit Armand avec tristesse. Mais je vous ai élevé et aimé comme mes propres enfants. Ça, c'était vrai. Contrairement aux mensonges de votre mère, ajouta Élodie, car tout était faux dans son histoire. Son mari mort, son frère disparu, sa situation de veuve courageuse, tout ça n'était qu'un tissu de mensonges pour vous apitoyer et se glisser dans votre lit. Comment tu sais tout ça? Demanda Anaïs d'une voix brisée. Parce que j'ai enquêté. Pendant des années, Julien et Anaïs sont nés de pères différents que Madame Beaulieu a abandonnés dès qu'elle a trouvé mieux. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais perdu de mari dans un accident. C'était juste une femme ambitieuse prête à tout pour gravir l'échelle sociale. Geneviève ricana amèrement. Et alors? J'ai donné à Armand l'amour qu'il méritait. J'ai été une épouse parfaite. Une épouse qui empoisonnait son mari et couchait avec son directeur financier, rétorqua Élodie. Une épouse qui a effacé le passé douloureux de son mari pour lui construire un avenir radieux, en assassinant sa première femme et en kidnappant sa fille. Cette garce d'Hélène le rendait malheureux. Elle était froide, distante. Elle ne s'occupait que de son maudit bébé. Parce qu'elle avait découvert votre liaison, explosa Élodie. Elle savait que vous couchiez avec son mari. C'est pour ça qu'elle était distante avec lui. Un nouveau silence sidéré accueillit cette révélation. Armand regardait sa femme avec une expression d'horreur absolue. Vous étiez déjà ma maîtresse du vivant d'Hélène. Je t'aimais, et tu me désirais aussi. Ne mens pas. J'étais mariée. J'aimais ma femme. Tu couchais avec moi tous les mercredis soirs dans ce petit hôtel de Bellecour. Tu me disais que j'étais la femme de ta vie. Élodie sentit son cœur se serrer. Sa mère avait donc vécu un calvaire, sachant que l'homme qu'elle aimait la trompait avec sa secrétaire. Cela expliquait pourquoi elle avait été si distante les derniers mois de sa vie. « Papa, dit doucement Anaïs, maman a raison sur ce point. Tu as eu une liaison. J'étais jeune, j'étais faible, murmura Armand. Mais jamais je n'aurais quitté Hélène. Jamais je n'aurais abandonné ma fille. C'est bien pour ça qu'il fallait qu'elle disparaisse, dit Geneviève avec un sourire glacial. Tu étais trop honorable pour divorcer, alors j'ai arrangé les choses. Vous avez tué ma mère par jalousie, dit Élodie d'une voix tremblante de rage. Vous l'avez regardée mourir dans cette voiture en feu. Elle a eu ce qu'elle méritait. Cette phrase déclencha la colère de Julien. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu as tué quelqu'un. Tu es une meurtrière. J'ai libéré votre père d'une femme qui ne l'aimait pas, et regardez le résultat. 20 années de bonheur, une famille unie, une entreprise prospère. Qu'est-ce que vous auriez eu avec cette Hélène? Une vie de reproches et d'amertume. Vous avez détruit ma famille, cria Élodie. Vous m'avez privé de mes parents, de mon enfance, de tout. Tu as eu une enfance. Ces paysans bretons t'ont élevé. Tu as survécu. Qu'est-ce que tu veux de plus?
La justice pour ma mère, pour mon père que vous êtes en train de tuer, pour toutes ces années volées. Élodie sortit son téléphone portable. J'appelle la police. Ils vont enfin entendre vos confessions complètes. Non, hurla Geneviève en se jetant sur elle. Mais Armand, malgré sa faiblesse, s'interposa. N'y touchez pas, c'est ma fille. Ta fille est morte il y a 20 ans. Cette femme est une imposteuse. Cette femme a tes yeux, Hélène, murmura Armand en contemplant Élodie. Elle a ton courage aussi. Et ce pendentif, personne d'autre que toi ne pouvait l'avoir. Il se tourna vers les autres membres du conseil, qui assistaient à cette scène avec fascination et horreur. Messieurs, dames, je vous demande d'être témoins de cette réunion extraordinaire. Ma fille, que je croyais morte, vient de démasquer les assassins de ma première épouse. Elle vient aussi de révéler les tentatives d'empoisonnement dont je suis victime depuis des mois. Armand, supplia Geneviève, tu ne peux pas me faire ça. Pense à nos années de bonheur. Pense à Julien et Anaïs. Justement, dit Anaïs d'une voix ferme. Je pense à papa, et je pense à cette sœur que je n'ai jamais connue. Elle se tourna vers Élodie. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnue plus tôt, mais maintenant que je sais, oui, tu as les yeux de papa, et quelque chose dans ton sourire. Tu me reconnais, demanda Élodie, émue. Je ne sais pas, peut-être. J'avais 3 ans quand l'accident a eu lieu. Parfois je rêvais d'un bébé qui pleurait. Maman disait que c'était des cauchemars, mais ce n'était pas des cauchemars, dit doucement Élodie. C'étaient des souvenirs. Geneviève regardait sa famille adoptive se retourner contre elle, une par une. Même Marc semblait l'avoir abandonnée. Terrifiée par l'ampleur des révélations. « Vous ne comprenez rien !» cria-t-elle. « Rien de tout ça ne serait arrivé si cette garce n'était pas revenue. On était heureux, on formait une vraie famille. Une famille fondée sur le mensonge et le meurtre, » répliqua Armand. « Ce n'était pas le bonheur, Geneviève. C'était une illusion. » Élodie composa le numéro de la police. Elle allait enfin obtenir justice pour sa mère. « Police nationale, j'écoute. Bonjour, je voudrais signaler un meurtre et une tentative d'empoisonnement en cours, » dit Élodie d'une voix ferme dans son téléphone. Geneviève la regardait avec des yeux fous. 20 années de mensonges soigneusement orchestrés s'écroulaient en quelques minutes. Son plan parfait, sa vengeance aboutie, sa position sociale enviée, tout partait en fumée à cause de cette gamine qui aurait dû mourir il y a des décennies. « Non !» hurla-t-elle soudain. Elle se rua vers la porte de la salle de réunion. Mais Julien, malgré sa confusion, eut le réflexe de lui barrer la route. « Maman, arrête, il faut que tu assumes ce que tu as fait. Pousse-toi de mon chemin. Tu ne comprends rien. J'ai tout fait pour vous, pour notre famille. » « Quelle famille ?» cria Julien avec amertume. « Tu viens de nous avouer que tu es une meurtrière, que Marc et toi vous pillez l'entreprise depuis des années, que tu empoisonnes papa. » Geneviève le repoussa violemment et courut vers la kitchenette attenante à la salle de réunion. Élodie continuait sa conversation avec la police, donnant l'adresse du Beaulieu Group, expliquant brièvement la situation. « Ils arrivent dans 15 minutes, » annonça-t-elle en raccrochant. « 15 minutes, » murmura Geneviève, fouillant frénétiquement dans les tiroirs de la kitchenette. Marc se leva péniblement de sa chaise, le visage décomposé. « Geneviève, arrête, c'est fini, on va se rendre, on va expliquer. » « Expliquer quoi ? Qu'on a tué quelqu'un, qu'on a volé des millions. Tu crois qu'ils vont nous écouter ? On pourra négocier, faire un deal avec la justice. Tais-toi, tu ne comprends rien. Moi, je ne passerai pas ma vie en prison pour avoir voulu être heureuse. » Ses mains tremblantes trouvèrent enfin ce qu'elle cherchait. Un grand couteau de cuisine qui servait à couper les gâteaux lors des réceptions d'entreprise. « Geneviève !» s'écria Armand en la voyant brandir la lame. « Qu'est-ce que vous faites ? Ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, » répondit-elle en se tournant vers Élodie, les yeux injectés de sang. « Te tuer avec ta mère. » Elle se jeta vers la jeune femme. Le couteau levé, Élodie eut juste le temps de faire un pas de côté. Mais Geneviève était animée d'une force démesurée, celle du désespoir absolu. « Tu as détruit ma vie !» hurlait-elle en donnant des coups de couteau dans le vide. 20 ans de bonheur, 20 ans de travail, tout ça à cause de toi. Les membres du conseil d'administration s'écartèrent précipitamment, terrifiés par cette furie qui brandissait une arme. Armand tenta de se lever pour protéger sa fille, mais ses jambes affaiblies par des mois d'empoisonnement se dérobèrent sous lui. « Papa !» cria Anaïs en se précipitant vers lui.
Élodie esquivait les assauts de Geneviève comme elle pouvait, renversant des chaises, contournant la table. Mais la salle de réunion n'était pas très grande, et elle se retrouva rapidement acculée près de la baie vitrée. « Tu vas mourir comme ta mère », siffla Geneviève en levant le couteau. Non, c'était Anaïs qui avait crié. La jeune femme se jeta entre sa mère adoptive et sa sœur retrouvée, les bras écartés pour protéger Élodie. Le couteau s'enfonça profondément dans l'avant-bras d'Anaïs. « Anaïs !» hurla Élodie. La jeune femme tomba à genoux, le sang coulant abondamment de sa blessure. Geneviève regardait la lame ensanglantée avec horreur, réalisant qu'elle venait de blesser sa propre fille adoptive. « Anaïs, ma petite Anaïs, je ne voulais pas. » Ce moment d'hésitation permit à Julien et au directeur commercial de maîtriser Geneviève. Ils lui arrachèrent le couteau des mains et la plaquèrent au sol. « Appelez les secours !» cria Élodie en se précipitant vers Anaïs. « Elle perd beaucoup de sang. » Elle arracha sa veste pour faire un garrot de fortune autour du bras de sa demi-sœur. Le tissu se teinta rapidement de rouge. « Ça va aller », murmura-t-elle à Anaïs qui était devenue très pâle. « Les secours arrivent. Tiens bon. »« Élodie », balbutia Anaïs. « Je suis désolée. Pour tout ce que tu as enduré, à cause de nous. Chut. Ne dis rien. Tu m'as sauvé la vie. Tu es ma héroïne. » Armand s'était traîné jusqu'à elle, luttant contre la faiblesse que lui causait le poison ingéré pendant des mois. « Mes filles, mes 2 filles. Papa, ne bouge pas, » dit Élodie. « Tu es encore faible. Il faut que tu ailles à l'hôpital pour qu'on puisse éliminer le poison de ton organisme. » Geneviève, immobilisée au sol par Julien et le directeur commercial, sanglotait maintenant sans retenue. « Anaïs, ma petite fille, pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire de mal. Jamais je n'aurais voulu. Mais tu voulais me tuer, moi, » dit Élodie d'une voix dure. « Et tu as tué ma mère. Tu as empoisonné mon père. Tu as détruit des vies entières par égoïsme. Je t'aimais, » sanglota Geneviève en regardant Armand. « Je t'ai toujours aimé. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. » « Ce n'était pas de l'amour, » répondit Armand d'une voix brisée. « C'était de la possession, de l'obsession. L'amour ne tue pas, Geneviève. L'amour ne ment pas. L'amour ne détruit pas. Tu ne comprends pas. Sans moi, tu aurais été malheureux avec Hélène. Elle ne t'aimait plus. Elle allait te quitter. »« C'est faux, » explosa Élodie. « Ma mère vous aimait. C'est votre liaison qui l'a rendue distante. Vous l'avez tuée par jalousie, pas par amour. » Les sirènes des pompiers et de la police résonnèrent soudain dans la rue. Les secours arrivaient enfin. « Marc, » dit Julien en se tournant vers le directeur financier qui était resté prostré dans son coin. « J'espère que vous allez tout avouer aussi, tout ce que vous avez fait avec elle. » Marc hocha la tête misérablement. « Je dirai tout, l'accident, l'enlèvement, les détournements, le poison, tout. »« Pourquoi ?» demanda Armand. « Pourquoi avoir accepté de participer à ces horreurs ? Pour l'argent, au début, puis par peur. Geneviève peut être très convaincante. Ou très menaçante. Tu étais amoureux d'elle aussi. » Marc eut un rire amer. « Amoureux ? Non. Manipulé ? Oui. Elle m'a fait croire qu'on partirait ensemble quand tout serait fini, qu'on se partagerait l'héritage. Mais maintenant, je comprends qu'elle n'avait l'intention de partager avec personne. » Les pompiers firent irruption dans la salle de réunion. Suivis par les policiers, en quelques minutes, la scène de crime fut sécurisée. Anaïs fut emmenée en urgence à l'hôpital, Élodie l'accompagnant dans l'ambulance. « Elle va s'en sortir », assura le médecin urgentiste. La lame a touché des muscles et des vaisseaux, mais rien de vital. Il faudra quelques semaines de rééducation, mais elle récupérera l'usage complet de son bras. « Merci mon Dieu », murmura Élodie en serrant la main valide de sa demi-sœur. « Élodie », chuchota Anaïs, « je suis si heureuse de te connaître enfin. Vraiment te connaître. Pas comme la femme de ménage discrète, mais comme ma sœur. Moi aussi, Anaïs, moi aussi. » Dans la salle de réunion du Beaulieu Group, Geneviève et Marc étaient menottés et emmenés par la police. Les enquêteurs avaient saisi tous les enregistrements et documents fournis par Élodie. « Madame, » dit le commissaire à Geneviève, « vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, tentative de meurtre, enlèvement, empoisonnement et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. »« Je n'ai rien à dire, » murmura Geneviève. Brisé, plus rien. Armand, transporté lui aussi à l'hôpital pour subir des examens approfondis,
regardait s'éloigner cette femme qu'il avait aimée et épousée, sans savoir qu'elle était l'assassin de sa première épouse et de sa fille présumée morte. 20 années de mensonges venaient de s'effondrer en quelques heures, mais pour la première fois depuis l'accident de 2004, Armand Beaulieu avait l'espoir de retrouver le bonheur. Sa fille était vivante, sa vraie fille elle était revenue, et cette fois, personne ne pourrait plus la lui enlever. L'hôpital Édouard Herriot de Lyon bourdonnait d'une activité inhabituelle. Dans le service de toxicologie, Armand Beaulieu subissait sa 3e séance de dialyse pour éliminer les dernières traces de digital de son organisme. Ses constantes s'amélioraient, de jour en jour, et le teint grisâtre qu'il avait marqué ces derniers mois laissait place à une couleur plus saine. « Les analyses sont encourageantes, monsieur Beaulieu », annonça le professeur Dubois, chef du service. « Le poison n'a causé aucun dommage irréversible à votre cœur. Dans quelques semaines, vous devriez avoir récupéré toutes vos capacités. »« Merci, docteur », répondit Armand, la voix encore faible, mais l'œil plus vif. « Sans ma fille, je serais mort dans quelques mois, à ses côtés. » Élodie tenait la main de son père retrouvé. Ces 5 jours d'hospitalisation avaient créé entre eux une intimité qu'ils n'avaient jamais pu connaître. Ils apprenaient à se découvrir, rattrapant 20 années perdues. « Papa, » dit-elle doucement, « les journalistes attendent toujours en bas. Tu veux vraiment faire cette conférence de presse ? Il le faut, ma chérie. Les gens ont le droit de connaître la vérité. Et puis, j'ai une annonce importante à faire concernant l'avenir de l'entreprise. » 3 chambres plus loin, Anaïs se remettait de son opération. La chirurgie avait parfaitement réussi. Les tendons sectionnés avaient été recousus, les vaisseaux réparés. Elle gardait son bras en écharpe, mais les médecins étaient optimistes sur sa récupération complète. Julien était assis à son chevet, silencieux et songeur. Depuis la révélation des crimes de Geneviève, il traversait une crise existentielle profonde. L'homme qu'il appelait papa n'était pas son père biologique. La femme qu'il appelait maman était une meurtrière. Et la sœur qu'il n'avait jamais connue était en réalité l'héritière légitime de l'empire familial. « Tu regrettes quelque chose ?» lui demanda Anaïs d'une voix douce. « De quoi ? De m'avoir défendu contre maman ? De ne pas avoir pris son parti ?» Julien soupira longuement. « Non, je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qui elle était vraiment. Je regrette d'avoir été aveugle pendant toutes ces années. On était des enfants. Julien, comment aurions-nous pu deviner ? Toi ? Tu avais des doutes ? Tu posais des questions sur les médicaments de papa, sur les finances de l'entreprise. Moi, je ne voyais rien. Je ne voulais rien voir. » Anaïs prit la main de son frère. « Et maintenant, tu en veux à Élodie ? L'en vouloir ? Pourquoi ? Parce qu'elle va hériter de tout ? Parce qu'elle est la vraie fille de papa ?» Julien réfléchit un moment. « Non, je ne lui en veux pas. Elle a le droit de récupérer ce qu'on lui a volé, et puis, elle nous a sauvés, en fait. Elle a sauvé papa. Elle a révélé les crimes de maman. Sans elle, on aurait continué à vivre dans le mensonge. Tu penses qu'on va pouvoir former une vraie famille, tous les 4 ? J'espère. Papa nous aime, même si on n'est pas ses enfants biologiques. Et Élodie, elle semble nous accepter. C'est déjà beaucoup. » À cet instant, Élodie entra dans la chambre, un bouquet de fleurs à la main. « Comment tu te sens, Anaïs ? » ?»« Beaucoup mieux. Et papa ? Il sort demain. Les médecins disent qu'il a une santé de fer. Finalement, le poison n'a pas eu le temps de causer des dégâts irréparables. » Élodie posa les fleurs sur la table de chevet et s'assit près du lit. « J'ai quelque chose à vous dire, à tous les deux. » Julien se redressa, inquiet. « Quoi ? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À ce que je vais faire maintenant, à ma place dans cette famille, à l'entreprise. Tu vas prendre la succession de papa, demanda Anaïs. Oui, mais pas seule. Je veux qu'on dirige l'entreprise ensemble, tous les 3. Papa m'a proposé de devenir PDG. Mais je pense que ce serait mieux si on formait un triumvirat. Julien écarquilla les yeux. Tu veux qu'on travaille ensemble. Pourquoi pas ? Tu connais l'entreprise par cœur. Tu as des compétences que je n'ai pas, Anaïs aussi, avec sa formation en marketing. Moi, j'apporte ma détermination et ma connaissance des employés de terrain. Ensemble, on pourrait faire de grandes choses. Mais légalement, tu es l'héritière. Tu peux nous écarter si tu veux. Je ne veux pas. Vous êtes ma famille, pas ma famille de sang. Certes, mais ma famille quand même. Geneviève vous a utilisé comme moi. Elle a menti à tout le monde.
Vous n'êtes pas responsable de ces crimes. Anaïs sentit les larmes lui monter aux yeux. Élodie, merci. Je ne méritais pas ta générosité. Bien sûr que si. Tu as risqué ta vie pour me sauver. Tu es ma sœur. Julien resta silencieux un long moment. Puis il se leva et serra Élodie dans ses bras. Merci, murmura-t-il. Merci de nous donner une chance. 3 mois plus tard, le procès de Geneviève Beaulieu et Marc Vautrin commençait au palais de justice de Lyon. L'affaire avait fait la une de tous les journaux français. La veuve noire de Lyon, 20 ans de mensonges, l'héritière ressuscitée. Les médias s'étaient déchaînés sur cette histoire digne d'un feuilleton télé. Élodie était assise au premier rang, entre son père et Anaïs, dont le bras était maintenant complètement guéri. Julien se trouvait de l'autre côté d'Armand. La famille recomposée présentait un front uni face à celle qui avait tenté de la détruire. Geneviève avait beaucoup vieilli en 3 mois de détention provisoire. Ses cheveux avaient blanchi, son visage s'était creusé, ses mains tremblaient constamment. Elle évitait de regarder vers le banc où se trouvait la famille Beaulieu. Marc, lui, semblait résigné. Il avait tout avoué dès les premiers interrogatoires. Espérant une réduction de peine en échange de sa coopération avec la justice, Madame Beaulieu, dit le président du tribunal, « Vous êtes accusée d'assassinat sur la personne d'Hélène Dubois-Beaulieu, d'enlèvement sur la personne d'Élodie Beaulieu, de tentative d'empoisonnement sur la personne d'Armand Beaulieu et de détournement de fonds au préjudice de l'entreprise Beaulieu Group. Reconnaissez-vous les faits ?» Geneviève se leva péniblement. « Je reconnais certains faits. Lesquels ? J'ai causé la mort d'Hélène Beaulieu, mais c'était un accident. Je voulais juste lui parler, lui faire comprendre qu'elle devait laisser Armand tranquille. Un accident. Vous avez saboté sa voiture. C'était pour l'effrayer, pas pour la tuer. Et l'enlèvement de l'enfant. Je l'ai sauvée. Elle aurait brûlé dans la voiture. Je l'ai confiée à des gens bien qui l'ont élevée. Maître Roussel, l'avocat d'Élodie, se leva. « Madame Beaulieu, vous avez été formellement identifiée par le témoin Marcel Dubois, mécanicien à Villefranche-sur-Saône, comme étant la personne qui lui a apporté l'épave de la Mercedes pour la faire disparaître. Vous aviez planifié ce crime. Non, je vous dis que c'était un accident. Un accident que vous avez maquillé, dont vous avez fait disparaître les preuves, et pour lequel vous avez enlevé un bébé de 6 mois. Le procès dura 2 semaines. Les preuves s'accumulaient contre Geneviève. Les enregistrements réalisés par Élodie, les témoignages des complices, les expertises toxicologiques prouvant l'empoisonnement d'Armand, les relevés bancaires montrant les détournements de fonds. Marc fut condamné à 15 ans de prison pour complicité de meurtre, empoisonnement et détournement de fonds. Geneviève écopa de la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, enlèvement et tentative d'empoisonnement. Quand le verdict tomba, elle s'effondra dans le box des accusés, pour la première fois depuis le début de son arrestation. Elle regarda vers Armand. « Je t'aimais », articula-t-elle silencieusement. Armand détourna les yeux. Cet amour empoisonné avait détruit trop de vies. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressaient autour de la famille Beaulieu. Élodie prit la parole au nom de tous. « Justice a été rendue pour ma mère, Hélène Beaulieu, assassinée il y a 20 ans. Notre famille peut enfin tourner la page et se reconstruire. Nous remercions la justice française d'avoir su démêler cette affaire complexe et de nous avoir permis de retrouver la paix. Que va devenir l'entreprise familiale ?» cria un journaliste. « Elle continuera à prospérer, dirigée désormais par la nouvelle génération. Mon père reste président d'honneur, mais Julien, Anaïs et moi assurons la direction opérationnelle. Vous pardonnez à Geneviève Beaulieu ?» Élodie marqua une pause. « Je ne pardonne pas ces crimes, mais je ne laisserai pas la haine empoisonner le reste de ma vie. J'ai retrouvé ma famille, c'est l'essentiel. » En rentrant chez eux ce soir-là, dans la grande maison bourgeoise de caluire et cuir qu'Élodie avait accepté de partager avec son père et ses demi-frères et sœurs, ils s'installèrent tous les 4 dans le salon. « C'est fini », dit simplement Armand. « Vraiment fini. Non, papa », corrigea Élodie en souriant. « C'est maintenant que tout commence. » 6 mois après le procès, le soleil de juin brillait sur Lyon. Inondant de lumière dorée les bureaux rénovés du Beaulieu Group, Élodie se tenait devant la grande baie vitrée de ce qui était autrefois le bureau de Geneviève, contemplant la vue sur le Rhône. Elle avait fait entièrement redécorer cette pièce, effaçant jusqu'au dernier souvenir de celle qui avait failli détruire sa famille. « Tu es prête ?» demanda Anaïs en frappant à la porte ouverte.
Élodie se retourna en souriant. Sa demi-sœur avait complètement récupéré l'usage de son bras et rayonnait de bonheur dans son nouveau rôle de directrice marketing. Leur relation, d'abord timide, s'était approfondie au fil des mois. Elles avaient découvert qu'elles partageaient bien plus que l'amour d'un même père, le même sens de la justice, la même générosité, la même détermination. Prête pour quoi? Pour ton premier conseil d'administration en tant que PDG officiel. Papa t'attend en salle de réunion avec les actionnaires. Élodie ajusta sa veste tailleur bleu marine. Elle avait appris à s'habiller comme une dirigeante, mais elle n'avait jamais oublié d'où elle venait. Chaque matin, elle prenait encore le temps de saluer personnellement les employés de ménage et du service technique. Dis-moi la vérité, Anaïs. Tu penses que j'ai ma place ici? Élodie, comment peux-tu encore en douter? En 6 mois, tu as redressé les comptes, restructuré les services, lancé 3 nouvelles gammes de produits et récupéré tous les clients que nous avions perdus. Les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai eu de l'aide. Julien connaît l'entreprise par cœur. Toi, tu as des idées géniales. Et papa te fait confiance. Nous te faisons tous confiance. Elles descendirent ensemble vers la salle de réunion. Dans les couloirs, Élodie croisa plusieurs employés qui la saluèrent avec respect et chaleur. Ces gens qui l'avaient vue passer la serpillière la voyaient maintenant diriger leur entreprise, et ils étaient fiers de cette promotion extraordinaire. « Mademoiselle Beaulieu, » dit Martine, la secrétaire de direction, « votre père souhaiterait vous voir avant la réunion. » Élodie trouva Armand dans son ancien bureau, celui qu'il avait conservé comme président d'honneur, à 65 ans, débarrassé du poison qui l'affaiblissait. Il avait retrouvé toute sa vitalité. Ses cheveux étaient complètement blancs maintenant, mais ses yeux verts brillaient de la même intelligence que ceux de sa fille. « Tu voulais me voir, papa? Assieds-toi, ma chérie. J'ai quelque chose pour toi. » Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un écrin de velours rouge qu'Élodie reconnut immédiatement. « Le cœur d'Hélène, » murmura-t-elle. « Ton cœur, elle l'avait fait graver spécialement pour toi, quand elle était enceinte. Regarde à l'intérieur. » Élodie ouvrit le pendentif réparé par un orfèvre. À l'intérieur, elle découvrit une inscription qu'elle n'avait jamais vue. « Pour Élodie, notre étoile, papa et maman, mars 2004. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle savait que j'allais naître. Elle t'aimait déjà. Nous t'aimions déjà. Et nous ne t'avons jamais cessé d'aimer, même quand nous te croyions morte. Élodie passa la chaîne autour de son cou. Le cœur doré se posa exactement à sa place, comme s'il n'en était jamais parti. Merci, papa, pour tout. C'est moi qui te remercie. Tu m'as rendu ma fille. Tu as sauvé l'entreprise. Tu as reconstruit notre famille. Tu as accompli des miracles. Nous les avons accomplis ensemble. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle de réunion, où les attendaient Julien, Anaïs et les principaux actionnaires de l'entreprise. L'ambiance était détendue, confiante. Les chiffres du semestre étaient excellents. Le Beaulieu Group avait non seulement récupéré les sommes détournées par Geneviève et Marc, mais avait aussi enregistré ses meilleurs résultats depuis 10 ans. « Mesdames et messieurs, » commença Armand. « Avant de passer la parole à notre nouvelle PDG, je tenais à faire un point sur ces 6 mois extraordinaires. » Il présenta les résultats financiers, la nouvelle stratégie commerciale, les projets d'expansion internationale. Puis, il céda la parole à Élodie. « Je ne vous ferai pas de grands discours, » dit-elle en se levant. « Vous connaissez mon parcours peu conventionnel. Il y a 1 an, j'étais femme de ménage dans cette même entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de la diriger avec mes frères et sœurs. » Elle marqua une pause, regardant chaque visage autour de la table. Cette expérience m'a appris que la réussite d'une entreprise ne dépend pas seulement de ses dirigeants, mais de chacun de ses employés. Du gardien de nuit à la directrice commerciale, nous formons tous une équipe. C'est cette philosophie qui guidera nos décisions futures. Les applaudissements crépitèrent dans la salle. Le plus enthousiaste était Julien, qui avait définitivement mis de côté sa jalousie pour embrasser ce nouveau modèle familial et professionnel. Après la réunion, la famille se retrouva seule dans le bureau d'Armand. « Il faut qu'on parle de quelque chose, » dit Élodie. « J'ai pris une décision importante. »« Laquelle ?» demanda Anaïs, inquiète. « Je veux créer une fondation, la Fondation Hélène Beaulieu. Elle aura pour mission d'aider les enfants abandonnés ou enlevés à retrouver leur famille et de soutenir les familles en détresse. » Armand sourit, ému. « C'est une merveilleuse idée, Hélène aurait été si fière. » J'y ai pensé en rencontrant Jeanne la semaine dernière.
Élodie était retournée en Bretagne pour présenter sa nouvelle famille à celle qui l'avait élevée. La rencontre entre Armand et Jeanne Kergoat avait été bouleversante, le père biologique remerciant avec émotion la mère adoptive qui avait sauvé sa fille. « Comment va-t-elle » demanda Julien. « Bien, elle est fière de moi, mais elle s'inquiète que je devienne trop bourgeoise. » Élodie rit. « Je lui ai promis que je viendrais passer toutes mes vacances d'été chez elle. Vous êtes tous invités d'ailleurs. Une ferme bretonne, ça va être des paysans, » plaisanta Anaïs. « Ça nous fera du bien. On a tous besoin de se rappeler nos racines. » L'après-midi touchait à sa fin. Élodie avait encore quelque chose à faire avant de rentrer chez elle. Elle prit sa voiture et se dirigit vers le cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Elle avait fait ériger une stèle à la mémoire d'Hélène Beaulieu, même sans corps à enterrer. C'était un lieu de recueillement, un endroit où venir parler à sa mère disparue. « Bonjour maman », dit-elle, en déposant un bouquet de roses blanches devant la pierre gravée. « Je voulais te raconter ma journée. » Elle s'agenouilla sur l'herbe fraîchement tondue et caressa le marbre froid. « J'ai officiellement pris la direction de l'entreprise aujourd'hui. Papa était si fier. Julien et Anaïs aussi. On forme vraiment une famille maintenant. Tu sais, pas parfaite, mais une vraie famille. » Le vent léger agitait les branches des cyprès. Élodie avait l'impression d'entendre une réponse dans ce murmure. Geneviève restera en prison toute sa vie. Justice a été rendue. Mais je ne pense plus à la vengeance, maman. Je pense à construire quelque chose de beau avec ce qu'il nous reste. Elle resta ainsi une vingtaine de minutes, partageant avec sa mère morte les joies et les projets de sa nouvelle vie. En rentrant chez elle, chez eux, dans la grande maison familiale de Caluire et Cuire, elle trouva Armand, Julien et Anaïs en train de préparer le dîner. Cette scène de vie quotidienne l'émut profondément. Ils étaient devenus une vraie famille, soudés par l'épreuve mais unis par l'amour. « Alors, cette visite au cimetière ?» demanda doucement Armand. Apaisante. « Je lui ai dit qu'on allait bien, tous. Tu crois qu'elle nous voit ?» demanda Anaïs. « J'en suis certaine, et je crois qu'elle est heureuse. » Ce soir-là, installés tous les quatre dans le salon, ils regardèrent un album photo qu'Armand avait sorti de ses archives. Les images montraient Hélène enceinte, radieuse, préparant la chambre de son bébé, choisissant des prénoms. « Vous auriez été si heureux ensemble », murmura Élodie. « Nous le sommes maintenant », répondit Armand en regardant ses trois enfants. « Différemment, mais nous le sommes. » Julien leva son verre de vin. « À Hélène, à Élodie qui est revenue, à nous tous qui avons su nous retrouver, à la famille Beaulieu, compléta Anaïs. À l'amour qui triomphe toujours de la haine, ajouta Élodie. Armand les regardait avec émotion. Sa fille perdue lui était revenue. Ses enfants adoptifs l'avaient acceptée malgré ses fautes passées. Et leur entreprise prospérait comme jamais. À demain, dit-il simplement, aux milliers de demain qu'il nous reste à vivre ensemble. Dehors, la nuit tombait sur Lyon. Mais dans la maison des Beaulieu, la lumière brillait enfin, chaude et éternelle. La patience et la vérité avaient vaincu le mensonge et la haine. L'amour l'avait emporté,